du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi le 30 août 2014, bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks contre-attaque. Alors, mon nom est Éric Lajoie, comme le thème l'a si bien dit. Nous sommes l'avant-dernière semaine de la saison estivale radiophonique de CKRL. Donc, on change d'horaire dans 2 semaines, on vous en reparle d'ici là. Sinon, qui gère à la co-animation? Ben là, Simon Boucher, comme le thème l'a dit, est pas là pour les 2 prochaines semaines. Maudit thème il est perdu mental. dans le vortex de d'Activision. Il se prépare pour la saison hivernale où il est juste pas disponible. Il fait des réserves pour l'hiver. Et là, vous avez entendu des voix, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Premièrement, notre pyrologue Philippe Jacques. Salut tout le monde. Et notre chroniqueuse préférée au féminin, parce que la seule, Sabrina Cloutier. Salut les geeks. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai été super occupée cet été, mais... L'important, c'est que tu es avec nous autres. Comme la plupart d'entre nous qui ont des vies en dehors de nos... On a tous nos moments de téléportation sporadique. Ouais, sauf moi, je reste pas assez loin, j'ai pas d'excuses. Donc, voilà. On va te sauver, Eric. Les seules fois que je suis pas ici, c'est que j'ai oublié. T'es comme l'aubergiste dans Donjons et Dragons. Tu quittes jamais ton auberge. Non, c'est arrive. Puis t'as plus 30 quand t'es dedans. À l'attaque. Si quelqu'un veut te voler. Tant que tu parles pas de l'aubergiste dans le film Donjon Dragon, on devrait être correct. Oh, non, ben là, c'est toi qui l'as mentionné. Le film. Fallait que je le mentionne, je suis le pyrologue. Ouais, bon, c'est sûr. Et effectivement. À la mise en onde, bien entendu, le seul, unique et heureusement, Mikey G. Je compte pour du beurre, mais du beurre d'excellente qualité. Parce que du beurre, c'est bien meilleur. Exactement. Ouais. Donc, je pense que ce serait le temps qu'on y aille avec qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec... Pas Simon Boucher, Philippe Jacques! Oh! Il a paru plus, lui. C'était à peine. Ouais. À peine. Donc, Philippe, que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon toi, cette semaine? Eh bien, aujourd'hui, Eric, on fête un anniversaire très important puisqu'il s'agit, aujourd'hui, 30 août, de l'anniversaire de la navette spatiale Discovery. Oh, c'était combien d'années déjà? 27 ans. 27 et ans. Le premier lancement a eu lieu le 30 août 2014. Et en 27 ans de service, elle a fait... Le premier lancement en 2014? En 84. Ouais, je c'est m'excuse. bon, c'est correct. Donc, elle a 30 ans. Oui. Le lancement, dans le fond. Oui. Ah. Bref, je me suis un peu enfirouapé dans les nouvelles. Déjà. Mais... elle a eu quand même 39 missions entre 84 et 2011. Mm-hmm. C'est plus que les 4 autres navettes. Elle a fait 149 millions de milles au total, au compteur. Ça fait quelques ans. Elle a 5830 orbites complètes autour de la Terre. Hey, je sais pas comment ça fait de pétro au point, ça. Sa carte Hermès est bien remplie. Alors, vous pouvez vider le dépanneur d'une chose qui fasse 2 voyages. Mais, Pour un total de ah non, c'était pas nécessaire. pour un total de 365 jours dans l'espace. Quand même, elle a été comme 1 an dans l'espace. Ouais, au total, Nice. ça a été la navette de remplacement d'urgence après les désastres de Challenger en 86 et de Columbia en 2003. Mm-hmm. Et la navette a pris sa retraite, la suite retraite le 17 août 2012. Elle a été transportée à dos de Boeing jusqu'au musée Smithsonian de l'aviation à Washington, où elle repose présentement. Vous pouvez aller la voir. Oh, nice. Mais c'est de toute façon, un ou l'autre des musées Smithsonian à Washington, c'est des monuments du musée. Tu peux pas passer à côté, là. Il y a tellement de choses à voir. Donc, autre chose que la navette. Ben, on va rester dans le sujet de la NASA, puisqu'on est déjà dedans. La NASA a approuvé le projet SLS, Space Launch System, qui est en fait la suite du programme spatial américain. Ce projet-là a passé le point clé C, qui est l'examen final avant la mise en marche concrète du projet. Et il a été alloué un budget de 7 milliards 21 millions et devrait se terminer d'ici le 18 novembre 2018 avec un premier vol d'essai. C'est quoi ce projet-là? C'est SLC? C'est la suite du programme spatial. On avait la navette, maintenant ils n'ont plus rien, ils prennent des lifts aux Russes
pour l'instant. Des lifts aux Chinois aussi. Et là, c'est la suite du programme spatial américain. Donc, c'est une fusée. Ça va être une fusée style Apollo. Mais c'est la plus puissante à date et la technologie est hautement dérivative de la navette spatiale puisqu'il s'agit des mêmes moteurs de base modernisés, les RS-25, qui sont des moteurs très très puissants et très fiables. Donc level up au décollage, là, c'est ça. C'est ça. Ouais, okay. Et le but est de mettre des humains sur Mars d'ici 2030. Cette navette-là, pas une navette, mais cette fusée-là sera équipée du module Orion, qui sera le module habité de la fusée. Et le projet pourrait être repoussé jusqu'à 2019 ou même 2020 si les budgets de la NASA continuent à fondre comme ils le font aujourd'hui. On va souhaiter que non. Parce que ça reste que l'exploration spatiale, je trouve ça... sans dire intéressant parce que c'est évident, mais important, me semble. Ben, il faut aller de l'avant et puis découvrir. Faut pas arrêter de regarder. C'est bien le fun d'envoyer des drones sur Mars ou des curiosités et autres choses, mais le pied humain, c'est encore mieux. Ça a de l'impact. En attendant, il y a les Européens qui sont en train d'outgeeker la NASA, là, l'Agence spatiale européenne, avec Rosetta. Rosetta qui tente tant bien que mal de se poser sur une comète. D'ailleurs, la petite sonde est déjà en orbite. Mm-hmm. Là, il essaye de faire atterrir le module, mais calcule. Ça a quand même pris 10 ans avant de viser à travers des milliards de kilomètres pour que le petit module arrive en orbite autour de la comète. C'est ça. Ça va aller en octobre. C'est ça. Là, ça va aller en octobre avant qu'ils décident de se poser. Ils ont déjà 5 endroits de spécifiés. 5 spots là qui se sont dit ça serait pas pire de se poser là, mais là ils attendent, ils font des calculs, puis ça devrait aller en octobre. Tout ça pour dire que l'Europe clenche les Amériques dans la conquête de l'espace en ce moment. Intéressant, merci Mike. Je pars sur un tout autre sujet que l'espace. Ouais. Oui, le premier numéro d'Action Comics daté de juin 1938. Ouais, celui avec un certain comment il s'appelle Shazam. Ça? Non, c'est super puis c'est un homme. OK, Batman. Shazam, c'est un outil de téléphone pour avoir des chansons qu'on connaît pas, que t'as sûrement pas sur ton cellulaire. C'est aussi un mauvais film avec un basketballeur. Aussi. Oui. Mais non, on parle bien de Superman. Oui, Ça a été vendu aux enchères, ce premier numéro-là, pour 3 207 842 $. Finalement, ton argent d'allocation que t'as dans ta poche présentement, mon Eric. À Monopoly. Mais oui. c'est de l'argent quand même. Mais ce qui est drôle avec ce numéro-là, c'est que il a été vendu à l'origine pour 10 cents. Le premier. L'inflation des BD, c'est pas drôle. C'est rendu que ça vaut cher, 10 cents des années 30, c'est capoté. Ouais. Donc, voilà. Autre chose. Oui, le FXX Network, une division de Fox aux États-Unis, a commencé un marathon des Simpsons qui a pour but de présenter les 25 saisons des Simpsons en 12 jours. Wow. Donc, il est toujours en route présentement. Le premier épisode, Simpsons Roasting on Open Fire, est passé le jeudi 21 août à 10h du matin et le 552e épisode de Yellow Badge of Courage va passer lundi le 1er septembre à 23h30 et va clore le 10 marathon. Dans le fond, il passe tous les épisodes en ligne pendant 24 heures sur 24. C'est ça, c'est un marathon. C'est impossible de tout écouter la saison, les saisons. Non, c'est ça, c'est juste que tu te plugues puis t'espères que tu vas tomber sur un épisode qui est bon. Hey, j'ai tombé sur l'Halloween 4. Tu reviens de travailler. Hey, je viens de tomber sur l'Halloween 5. Ça serait comme une chance incroyable. Mais sinon... Si on se fie aux statistiques, je te dirais que présentement, on est dans le pic descendant tranquillement là, vers les moins bons épisodes. Là. OK, mettons les années d'avant le film. Là. Ouais. 2-3 années avant le film. Si je me fie à mon instinct. Il faut dire aussi que l'humour puis les choses, les standards humoristiques changent aussi d'une année à l'autre. En fait, les Simpsons ont mon âge, précisément 25 ans. Puis si je regarde les saisons de quand je suis née, c'est pas pareil que maintenant. Non, puis ça a changé souvent d'équipe complètement pour les scripteurs et tout ça. Donc, mais comme ils ont dit dans South Park, les Simpsons l'ont déjà fait. Donc même eux autres sont pognés avec ce problème-là. Oui, et puis sans compter que on dirait qu'ils sont devenus un peu ce que Family Guy était. C'est-à-dire que Family Guy était différent parce que c'était beaucoup plus sketch, beaucoup plus
j'ai pas d'expression en français. Absurde et surprenant. Et aussi. rapid fire, c'est-à-dire les blagues là, c'est comme tac tac tac, ça arrive tellement au lieu de vite. suivre une trame narrative définie. Mais il y en a une. Il y en a une, mais elle est en arrière-plan. C'est ça, au travers. C'était à l'avant-plan quand c'était les premiers épisodes. Les Simpsons, dans le fond, c'est comme c'est en train de devenir ça aussi. Mais ils suivent aussi la tendance. C'est une tendance. Si on s'entend. Comme les blagues absurdes aussi, c'est très, très oui, puis présent. Le fait que notre attention span en français, c'est notre niveau d'attention a réduit avec les années, avec Internet, on a tout immédiatement et on se tanne vite des choses, donc on dirait que ça a comme affecté le format. Qu'il innove, si on veut. Ouais, faut qu'il s'adapte. Ça fait partie de la game. Donc, autre chose avant qu'on y aille Une dernière petite nouvelle que tu vas sûrement trouver intéressante, mon Eric. Ouais. Tu connais le site GOG.com? Good Old Game. Good Old Gaming, je pense. Good Old Games. Ah, Good Old Games, oui. Et il se lance dans la distribution de films et de séries télé d'ici la fin de l'année. Et ils ont déjà commencé en fait. Là. C'est juste des films indépendants pour l'instant. Oui, c'est ça. Ce sera vendu à la pièce et surtout le contenu vous appartiendra parce qu'il n'y a pas de DRM dans ce qu'ils vendent. Okay, donc il n'y a pas de. Tu peux juste le downloader 5 fois. C'est ça. Ou après tant de temps il s'efface tout seul ou il envoie des. C'est vraiment comme si tu irais t'acheter un DVD au magasin. Il t'appartient. Il n'y a pas le gouvernement qui va venir cogner à ta porte pour te dire hey. C'est à nous autres, ça. Ouais, ça, ou la compagnie qui fait comme, cette version-là est discontinuée, ça fait qu'on la met plus sur le site, fait que si tu as formaté ton ordi, tu peux plus aller leur downloader, organise-toi. Ouais. Et, comme tu l'as si bien dit, il lance le service avec 20 documentaires indépendants qui ont pour sujet l'indie gaming et l'Internet. Mm-hmm. Ils vont aussi lancer, GOG Galaxy, qui va être l'équivalent de Steam. Okay. Mais indépendant et sans DRM aussi. C'est vraiment leur cheval de bataille qu'ils trouvent vraiment important pour défendre leurs produits. Là. Il pourrait donner une belle compétition à Steam. Par contre, il faut qu'il offre ce que Steam offre pas à date. C'est du offline gaming. C'est-à-dire que Steam, si t'es pas plugué sur Internet, tu peux pas... Ton jeu reconnaîtra pas que ton jeu fonctionnera pas. Ben je suppose que s'il n'y a pas de DRM, tu vas downloader le jeu sur leur plateforme. C'est ça, leur interface qui est un programme par comme la Steam. suite, ça va être indépendant. C'est ça. Si c'est le cas, ça va être parfait. Si on parle de Steam, c'est une façon d'avoir un DRM si on veut, le fait d'être online. Ouais, mais non obstrusif, dans le fond. C'est ça. Parce que, veux pas, tu downloads tes jeux là-dessus, tout ça. Généralement, le monde est tout le temps en ligne. Mm-hmm. Ouais. Donc par exemple, je vois pas la nuisance de ça autant que si j'avais, mettons, acheté Sims ou le dernier SimCity ou ça fait comme ça, où c'est des DRM de EA puis finir, puis qui oblige à downloader Origins, puis. Ouais, mais quand le serveur, lourd, quand le jeu est récent puis que le serveur plante puis que tu veux vraiment en jouer, c'est un peu plate pour ça. Le serveur plante, la Diablo là que tu parles, là, ces événements-là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça que les gros jeux, les jeux massifs de multijoueurs, ça arrive plus souvent. Moi, je suis pas un joueur de jeux multijoueur à ce point-là. Ouais. Donc, j'ai jamais vécu un crash de serveur qui m'a empêché de jouer quelque part. Là. Moi, sur Steam, ce qui m'a déjà frustré, c'est je voulais jouer à Tom Clancy. Rainbow Six? Non, Splinter Cell. Yeah, Splinter Cell, puis j'ai essayé de me plugger, puis c'était pas Steam, c'était le système de Ubisoft. À chaque fois que j'essayais de jouer sur une game... Ouais, c'est ça, c'est une game en ligne seule, mais j'ai pas le choix de me plugger sur leur système quand même, mais ils me faisaient planter tout le temps, puis je pouvais pas finir mon jeu, c'est fâche. Moi, c'est pour ça que je suis resté à la console le plus possible jusqu'à au dernier instant. Là. Mais même maintenant, on doit jouer... c'est les aléas du PC. Steam, c'est des Steam Sales qui vont valoir vraiment la peine. D'un bon ordi, c'est plaisant, mais je viens de me procurer une PS4. Là. Ça faisait des mois j'en parlais. J'ai quand même ma console à la maison. Donc, hey, Mikey, que penses-tu d'une petite pause musicale? Ben, la chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1 nous est fournie par Monsieur Philippe Jacques. Oui, j'ai décidé de rendre hommage à quelqu'un aujourd'hui avec la chanson de la semaine. Qui donc? Ce sera la chanson thème du film Jurassic Park de John Williams en 1993. Oh mon Dieu! Car c'est en l'honneur de Richard Attenborough qui est décédé le 24 août à l'âge de 90 ans.
Sa santé était déclinante depuis un anévrisme en 2008 et il nous a quittés. Il est connu aussi pour son rôle de Père Noël dans le remake du Miracle sur la 34e rue c'est un super en 94. beau film de Noël. Ouais. Ceux qui n'ont pas vu ce film-là puis qui aimaient un peu les films de Noël, là, c'est il un va des repasser plus encore beaux. sûrement cette année. Puis Oui, Monsieur Attenborough à aussi, Ciné-Cadeau. c'est lui qui narrait les certains documentaires de National Geographic et En tout le effet. kit. Il a aussi Absolument. réalisé le film Gandhi en 82, qui a Quand été même. un immense succès et qui a valu une montagne de prix incroyable. Ouais, Donc, entre autres, c'était le film à l'époque où il y avait eu le plus de figurants jamais filmés. Un grand homme qui a eu quand même une très belle vie. donc, oui, il a vécu Ça fait longtemps. ouais, donc c'est Monsieur Attenborough, les geeks contre-attaque vous donnent en hommage la chanson de Jurassic Park. Et on vient d'entendre de John Williams lui-même le thème de Jurassic Park que vous avez sûrement reconnu avec des frissons sur les bras. Eh oui, hein, c'est exactement ce que je disais. Ceux qui ont aimé le à film, Philippe. là, c'est éternel, ça reste. T'entends le thème, tu fais comme c'est wow. vrai, là, c'est quoi Tu vois les brontosaures et les brachiosaures qui se promènent dans Ils se dans la déplacent plaine. en troupeau. Ils se déplacent en troupeau. Oui. sans être inutilement nostalgique, est-ce que ça a été dépassé souvent l'effet qu'on a eu au cinéma la première fois qu'on a vu les dinosaures qui avaient l'air vrais? Ben, je pense. Parce que Est-ce que vous vous souvenez à quel point c'était à gros? cause qu'on était Ben, jeunes. Mais pas juste ça, c'est que c'était une première, là, pour la technologie Ouais, du genre. effectivement. On On avait s'entend. vu, La c'était première des fois qu'on jouets voyait- en stop action, dans le fond. On n'avait jamais vu
Non, c'était un grand moment du cinéma. Et pour l'avoir revu en 3D avec Simon Boucher, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, les effets spéciaux ont tellement bien vieilli. C'est surprenant pour un film de l'époque. Ouais. Spielberg avait vraiment mis le paquet. Puis au cinéma, pour l'avoir vu au cinéma, je te dirais que c'est quoi que c'est un moment, là. C'est quelque chose. Puis je l'ai pas acheté, là. Je réécoute pas Jurassic Park, je l'ai vu 2 fois, ok? Je l'ai en cassette. Ma cassette marche plus, fait que j'ai racheté le coffret, mais il a fallu que j'aille Jurassic Park 3 en plus. Les geeks, je dois vous partager. Justement, on parle de Jurassic Park, je peux pas passer à côté. Il y avait des jouets à l'époque, le premier film, des jouets promotionnels. Je sais pas s'il y en a à la maison qui ont déjà eu ça. C'est un T-Rex fait en caoutchouc. J'allais chez nous, là. Avec un trou dans Bédène, là, puis un gars dans une cage. Ah non, moi, c'est pas la même affaire. Moi, c'est la version plus grosse qui faisait des sons. Ben, il faisait des sons quand tu lui pesais sur le dos. Ouais. Et je l'ai encore dans mon grenier et je ne peux pas m'en défaire. Moi, j'allais dans ma maison, dans la chambre. Écoute, mais c'était des méchantes belles figurines. À part les figurines des personnages, genre Dennis Nedry, il est ripped à mort. Ben, moi, j'ai perdu le gars qui était dans la cage, qui allait avec le bonne-homme, le T-Rex, là. Mais le T-Rex, c'est le plus important. Puis il ressemble pas. Non, c'est ça. C'est un film qu'on parle moins souvent quand on s'amuse à parler de films geeks, etc. Mais il y a tellement de nostalgie attachée à ce film-là. Tu sais, moi, je me dis, moi, si j'ai un petit gars, il va jouer avec ce T-Rex. Ça a été aussi gros qu'Avatar à l'époque. Je veux dire, tout le monde qui allait pas voir de film sont allés voir Jurassic Park. C'est vrai. Ouais. Ça a été mainstream, ça a été partout, là. Ça a sorti, tu sais, c'était une nouvelle des actualités du jour que le film sortait, là. C'est la seule chose que c'est un film événement. Ouais, exactement. Comme absolument. je me rappelle quand j'étais très très jeune quand E.T. est sorti. C'est un classique du cinéma puis un événement marquant. C'est ça, exactement. C'est drôle qu'est-ce quasiment tout le temps Spielberg qui ait fait ces films-là. Donc. Il est bon, si tu veux. Non, il était excellent. Vénérable du sommet. Oui. Ça fait un méchant bout que j'ai pas sorti ce thème-là. Tu me permets-tu? Je te permets ce que tu veux. C'est toi qui as la console dans les mains. OK. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Dramatic Effect. OK, excusez. Hey, salut les geeks, je me suis vraiment ennuyée. Yes! C'était un été haut en couleurs et en spectacle pour moi, pour ma vie de super-héroïne. Donc, mais je suis de retour avec plaisir. Puis, j'ai une bonne nouvelle, en fait. Une bonne nouvelle? Pour les fans de Fight Club. Oh! On entendait parler peut-être d'une suite en série, en livre. Il y avait Chuck Palahniuk qui voulait l'écrire. Eh bien, ça a été confirmé. D'ailleurs, Fight Club a eu 15 ans cette année. En fait, le film a eu 15 ans cette année. C'est la journée des anniversaires donc, aujourd'hui. je le mentionne parce que moi, j'adore ce film-là. C'est vraiment un film culte pour moi. Et ça a été confirmé que Palahniuk et Fincher, en fait, au Comic-Con de San Diego, le 26 juillet dernier, ont confié dans un panel qu'il y allait avoir une série de 10 comic books pour illustrer, dans le fond, Fight Club 2, si je peux me permettre de mettre des guillemets ici. Donc, j'ai plein de détails là-dessus. Donc, c'est la maison d'édition Dark Horse. Oh oui, Dark Horse qui a fait les séries de Star Wars à une certaine époque, qui a fait Alien vs Predator. Donc, etc. ça risque d'être assez pas pire. Qui a annoncé dans le fond, qu'il allait avoir 10 numéros. Le premier va sortir en mai 2015 aux États-Unis, donc ça s'en vient quand même, pas super bientôt. Puis la suite, dans le fond, de l'histoire va se dérouler environ 10 ans après les événements du premier volume. Donc, le narrateur qui était joué par Edward Norton dans le film, dans l'adaptation, dans le fond, serait marié à Marla Singer, qui avait été jouée par Helena Bonham Carter, et ils auraient un fils de 9 ans prénommé Junior. Donc, la relation entre le père et le fils serait aussi problématique que celle-là qui liait autrefois le narrateur puis son qu'il avait père. Avec lui-même aussi. Là. Absolument. Donc, puis aussi, dans le fond, l'auteur promet de révéler finalement les origines du personnage de Tyler Durden, joué par Brad Pitt, qu'on a beaucoup aimé, le personnage tordu. Donc, je suis vraiment contente parce qu'on va avoir une série de 10 comic book. Puis il y a un visuel là, disponible, je vous le mettrai sur le Geek Contre-Attaque. Oui. Ça a l'air assez... Moi, ça m'a rappelé un peu la bande dessinée de
Electra, je sais pas si vous connaissez. Oui. Donc, quelle version, dans le fond? Mon Dieu, il faudrait que je regarde les éditions. Mais c'était vraiment un visuel un peu psychopathe, si je peux me permettre, là, avec vraiment fini, les fonds sont rouges. Très noir, très... C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le mauvais film qui est sorti avec le même nom. Non, ça n'a rien qu'à voir avec le mauvais film. Non, je vous suggère quand même la BD, vraiment, là, Electra est flyée dans la vie. Donc, la vraie histoire, en fait, est super le fun. Fait que je suis bien contente, on va voir ça bientôt. Yes, il y a aussi les BD que Marvel vont ressortir de Star Wars. Ils ont récupéré les droits. Ça s'en vient aussi au début de l'année 2015. Il y a beaucoup de bel événements qui s'en viennent dans l'univers des BD. Présentement aussi, pour ceux qui trippent ces BD, Sinister, The Original Sin est toujours en continuité. Quelle série incroyable. J'en ai lu des résumés jusqu'à maintenant. Je veux dire, il commence sa série, c'est le Watcher. Je sais pas si tu connais pas l'univers de Marvel. Moi, je suis pas, je suis plus les comic books depuis très longtemps. Bon, genre, c'est une entité. J'aime ça, mais c'est une entité qui surveille l'humanité. OK. Qui est une entité comme immortelle. Le petit bonhomme chauve, là. C'est ça, exactement. Ouais. La première BD, il le trouve mort sur la Lune. Et là, ils se disent, qui aurait été capable de tuer un être immortel? Et pourquoi ils l'ont tué? Et là, ça commence comme ça. Puis là, ça va aller chercher dans tous les secrets sombres de tous les super-héros. Aussi puissants et ça donc un peu film noir. Ben, c'est assez dark, là, comme histoire, là. C'est, autant que le côté de Civil War était plus politique. Il y avait beaucoup de parallèles avec la politique américaine des années 2000 dans l'arc d'histoire de Civil War. Autant là, on va aller jouer dans les sphères sombres de l'humanité. Donc non, c'est très mais justement, parlant de sphères sombres de l'humanité et d'histoire de BD. Oui. Justement, moi, je voulais vous faire part de 3 endroits qui sont plus ou moins connus par, en tout cas, tu veux nous faire voyager dans notre propre ville, je pense. Absolument. Un top 3? Un top 3. Ben, pourquoi pas? Ben là, je te surprends, Mikey. Si t'en as 3. J'en ai 3. On va en passer 3. Yes. Donc, commençons immédiatement. Numéro 3! Alors, l'idée m'est venue en fait parce qu'il y a plusieurs endroits où sortir quand on est geek, qu'on connaît pas nécessairement dans notre propre ville, tu sais, quand on est habitué avec des boutiques qu'on connaît, avec des endroits où se tenir qu'on connaît, puis qu'on a envie de nouveau finalement. Moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits super géniaux que j'avais jamais mis les pieds, puis que je me dis, mon Dieu, mais tous les geeks devraient connaître ça. Donc voilà, fait que c'est le moment de le dire. J'ai envie de mettre en lumière des endroits magnifiques faits par des passionnés. Et quel est ce numéro 3 mystérieux? Eh bien, c'est une librairie qui s'appelle Première Issue. Je sais, à la maison, ne me chicanez pas si vous connaissez déjà. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Moi, j'en avais aucune idée. Hein. Tu m'apprends quelque chose. Et c'est le plus vieux comic book store, excusez-moi pour l'anglicisme, mais bon, ça se dit tellement bien, de la ville de Québec. Ça fait 30 ans que ça existe, qu'il y a des gens qui réservent des bandes dessinées et des comics américains là. C'est sur la rue d'Auteuil. Donc, vous prenez Saint-Jean, vous passez la porte. Et vous montez la côte à droite. Sur votre droite. Dans la côte. Il y a un restaurant libanais à côté. Donc, c'est une petite librairie. Il faut vraiment savoir que c'est ça. Et c'est 2 étages remplis de comics, de figurines. Remplis. Et c'est incroyable, je vous jure. Il faut que vous alliez là. C'est la magie vraiment là je veux dire comme dans Big Bang Theory là, la place de comic book shop là qui est donc bien impressionnant. C'est comme notre version à Québec. C'est ça, et vous devez de jaser de comic book avec le proprio. Le proprio et ses employés connaissent tellement ça et ils font des commandes et ça a aucun sens à quel point ils sont géniaux. Vous avez pas le choix d'aller là pour de vrai, puis il y a plus de variétés qu'à d'autres boutiques, comme à Place Laurier, que je dirais pas le nom. J'ai un ami d'enfance. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On les aime aussi. On les aime aussi. J'ai un ami d'enfance, ça fait 20 ans qu'il magasine là. Mais c'est ça. Il reste à Côte-Nord. Quand ils descendent à Québec, ils vont exprès pour venir au premier issue. Là. Ils ont des clients des 4 coins du globe. Comme type de librairie, tandis que les autres sont plus générales. Ben là, on s'entend, on parle vraiment d'une spécialité de bande dessinée comic book. C'est parfait, ça. Incroyable, vous n'avez pas le choix d'aller là. Pour ton top 2, il y a des mangas, il y a sûrement... Oui, mais il y a surtout... du comic book américain. Surtout. D'accord. Mais ils ont vraiment de tout, en fait. Donc, parfait. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le top 2 après la pause. Okay. Parce qu'on est on est rendu dans notre pause, mais ça va laisser un peu de suspense pour les 2 autres. Absolument. Fait qu'on a déjà parlé de premier issue. Qu'est-ce qu'il va topper ça? Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici
nous sommes de retour et on vous avait laissé sur un... on vous avait laissé sur un top 3 pas fini. Un top 3 pas fini. J'allais dire le mot cliffhanger, ça serait quoi en français? Une montée d'escalade. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a un mot pour ça. Un Sylvester Stallone. Ouais, c'est ça. On vous avait laissé sur un... sur votre fin, là, tu sais, la fin d'Empire contre-attaque, là. C'est ça. C'est quoi en français? C'est ça. Comment t'appelles ça? C'est pas important, Eric. On passe à Sabrina et son top 2. S'il vous plaît. Bon, pardonnez Eric, là, il est vieux. Là, moi le trouver, Moses, moi le trouver. Il est vintage, ok. Même dans ce qu'il dit. Alors, non, c'est une bonne farce. Une autre découverte, un autre endroit méconnu, mais comme je dis, c'est méconnu. Il y en a qui vont faire, mais je connais tout ça. Bon, ben parfait, mais parlez-en justement, parce qu'il y a des gens qui aimeraient ça sortir en tant que geek, qui savent pas tous les endroits qu'on peut aller voir. Donc, je vais plus du côté arcade cette fois-ci. Oh, donc, où est-ce que je m'en vais? Dans quel coin je m'en vais? C'est en Basse-Ville aussi. OK. Donc, en Basse-Ville, c'est en Haute-Ville d'Auteuil. C'est un bar. C'est un bar arcade, pas juste un bar. C'est un bar à arcade. Donc, le bar arcade, le McFly. Déjà, le nom en disait long. On avait une façade. On se demandait quand est-ce que ça allait ouvrir, ce tour-là. Ça avait l'air donc bien awesome. Eh bien, oui. Le barcade. Le barcade. Ça sonne en maudit. Eh bien, voilà. Donc, en fait, je sais plus sur quelle rue exactement. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Moi, je sortais du Festibiaire quand j'étais allé avec c'est Simon vraiment, Boucher, en fait, donc ma mémoire est floue. Ben bref, vous prenez Saint-Joseph et vous allez le croiser sur un coin pas très loin de Saint-Joseph, dans une rue perpendiculaire. Je vous reviendrai avec les adresses sinon au pire. Oui. C'est un bar, en fait, où vous pouvez consommer bière et grilled cheese fait avec amour, qui, bien sûr, le bar a une allure vintage, donc un petit côté Back to the Future qui... Et je tiens à mentionner que la bière est celle du Trou du Diable de Shawinigan. Oui. Donc, pour les amateurs de bière, régalez-vous. C'est génial, vraiment. Et vous avez des arcades, mais des vieux arcades old school que vous pouvez jouer toute la journée gratuitement. C'est fou. Tout gratuit, ça. Pas de sens. Tout est gratuit. J'y ai été justement et on a joué à le vieux Mario Bros qui joue à deux. J'ai joué à Donkey Kong 3. J'ai joué à Mademoiselle Pac-Man. Miss Pac-Man, ouais, Centipede. Ouais. Name it. Il y a beaucoup de machines à boules aussi. Oui, des flippers. Ça vaut tellement la peine. Donc, vous avez pas le choix d'aller là si vous voulez vraiment sentir l'ambiance, l'effervescence du début des années 80 quand on commençait. Là, c'est le 422 rue Caron. Merci, Eric. Au coin de Saint-Joseph, dans le nouveau Saint-Roch. Donc, le McFly, le barcade. Allez-y tout de suite, même si c'est pas ouvert. C'est des passionnés aussi qui le détiennent. Donc, ouais, c'est ouvert plus le soir. Ouais, c'est ça. Mais c'est des passionnés qui le détiennent, donc vous pouvez jaser d'arcade avec eux. Ils sont vraiment géniaux. Yes. En passant, cliffhanger en français, je suis pas fier. Sur Wikipédia, ça dit le suspens ou l'accroche. Ben oui, c'est l'accroche. L'accroche. Donc, tu t'es pas rappelé de ça. C'est laid. Alors, en tout cas. Non. Ne le laissons pas en accroche. Alors, quel est le numéro 1 des endroits obscurs d'Abel-Québec que tu veux nous faire découvrir? En fait, c'est pas obscur parce que c'est de plus en plus connu et j'en suis très très heureuse, mais c'est un endroit qui n'est pas toujours, en tout cas, c'est pas tout le monde qui le sait. La Revanche. Oui, la Revanche. On avait fait un concours avec eux. Eh bien, écoutez, moi, je suis allée jouer à la Revanche. J'ai expérimenté pour vous. Et de la façon que ça se passe, on rentre là. Donc, c'est en face du Benjo sur Charest. Mm-hmm. C'est un pub de gaming, mais de board games, en fait. De jeux de table. Exactement, de jeux de table. Donc, voilà, on a la version française et anglaise. Des jeux de société. Des jeux de société. Donc, ce que vous faites, c'est vous rentrez là et il y a un bar et il y a de la bière, encore une fois, de la bonne bière aussi qu'ils ont. Ils ont des salades, des pizzas, un menu, là, vous pouvez consommer vraiment, vous pouvez manger là, mais vous pouvez aussi jouer à des jeux de table. Donc, des jeux de société. Et il y a des conseillers, en fait, qui, eux, sont passionnés de tout ça. Donc, si vous dites, OK, on est tel nombre de personnes, on aime tel style de jeu, ils vont vous suggérer plusieurs jeux, vont vous faire découvrir, dans le fond, parmi une sélection énorme de jeux de table. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Pour de vrai. Donc, il y en a beaucoup, là. On peut jouer à Monopoly et Clou et aussi sortir de notre zone de confort, là. Oui. Ou si on veut faire belle barre, on peut jouer une game de risque.
Puis c'est un bar, donc c'est un pub ludique, pour reprendre leur terme à eux. Et ça ferme très tard, donc ça peut finir jusqu'à, je pense, 2h du matin, 3h du matin. Donc il y a possibilité d'aller veiller là, toi, entre amis, puis jouer à des jeux de table. Il y a des jeux vraiment plus longs, des trucs plus courts. Donc c'est vraiment de tous les genres. Et je vous dirais vraiment en termes de quantité, de possibilités, c'est l'endroit où il y a le plus de board games que j'ai jamais vu de ma vie. Ils les vendent pas tous, ils en vendent quelques-uns, ils peuvent en commander aussi pour vous, mais ils les détiennent tous, je pense. Est-ce que ça marche comme une librairie où ce qu'on peut, une bibliothèque où ce qu'on peut emprunter un jeu et sortir avec ou Non, en fait, vous les louez sur place. Okay. Mais en fait là, les gens vont faire là, ça coûte combien ce soir-là? C'est 5$ si vous jouez, et c'est pour toute la durée de votre séjour dans ce moment là. Donc si vous 5$ voulez par jouer, jeu qu'on emprunte. non. C'est 5$ pour jouer tout court. C'est un hard-cover charge. Fait que vous tu voulez rentres dans le passer 5$, tu prends les jeux que tu veux. Voilà. Vous voulez jouer toute la journée, vous pouvez jouer toute la journée, ça coûte 5$. C'est tout. Donc c'est vraiment une belle possibilité quand vous voulez pas comme acheter plein de jeux de table puis vous voulez en essayer. Ça, par contre, ils ont banni Uno parce que ça ferait de la bagarre dans les bars. Ils ont Jungle Speed quand même qui est pas pire. Quand même. Quand même pas pire. Un bon jeu de réflexe. Je sais pas pourquoi Uno, ça me joue ses nerfs de même. Quand j'étais jeune, je pense que c'est la première fois que j'ai sacré devant mes parents sans jouer à Uno. Alors voilà, donc la revanche qui est sur Charest, je vous suggère fortement d'y aller. Il y a des passionnés encore là de jeux de table. Ils sont vraiment gentils. Ça coûte 5$ pour jouer. Sinon, vous pouvez juste consommer une bière entre amis aussi. Vous pouvez tout faire ça en même temps. Donc je pense que c'est une belle sortie geek à connaître pour pouvoir s'amuser. Donc on récapitule les suggestions Sabrina cette semaine. Alors je vous suggère d'aller sur la rue d'Auteuil en Haute-Ville. C'est la première issue. Donc, c'est la librairie de comic book la plus grosse à Québec. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est fou. Yes. Ensuite, le McFly sur la rue Caron qui croise Saint-Joseph, qui est un bar arcade. Vous pouvez jouer à des arcades gratuitement et consommer bière et grilled cheese. Et la revanche, finalement, un pub ludique où ce que vous pouvez consommer toutes sortes de choses, manger des repas complets. Leurs salades sont vraiment bonnes d'ailleurs. Et leurs ailes de poulet aussi. Des drinks, de la bière et des board games à l'infini. Yes. Pour 5$ pour jouer toute la journée, toute la soirée, si vous voulez, pas de problème, ça fait fantastique. Merci Sab. Donc je voulais mettre en lumière aussi parce que c'est des lieux qui ont été faits c'est des passionnés qui ont décidé d'ouvrir ça dans les 3 cas et je pense que ça vaut la peine de leur rendre une petite publicité puis en même temps leur rendre hommage puis les encourager aussi si on veut que la communauté geek continue de grandir à Québec. Si quelqu'un à Québec, c'est le fun. Et voilà, sur ce, moi je vais devoir vous quitter avant la fin de l'émission, je m'en vais faire des sushis. Oh, tu vas faire des sushis? Oui, c'est une jobine que j'ai là présentement et j'adore ça, mais je dois aller. Bon, on va y aller. On va te souhaiter un joyeux sushi. Joyeux sushi. Oui, je ferai une chronique culinaire peut-être prochainement. Ouais, sushi, j'ai pensé à ça, vu que je suis dans les chroniques nippones. Ça peut être intéressant. Très cool. Salut les geeks, ça m'a fait plaisir. On va se revoir sûrement d'ici une semaine ou deux. Là, je vais revenir plus fréquemment cet automne. Yes. Alors, on y va avec la thème de la semaine, Mikey? Oui! La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine 2, on va y aller avec du jeu Mega Man 2 sur le site Overclock Remix. La pièce s'appelle Nuclear Flash de Sixto Sounds et Zircon. Zircon qui est un remixeur que j'admire, que j'adore bien. Donc, Nuclear Flash au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre de Overclocked Remixed, la pièce Nuclear Flash de Sixto Sounds et Zircon. Ça, c'est disponible gratuitement sur le site de Overclocked Remix, bien entendu. Donc, là, mes écouteurs sont problématiques. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Mais dans quelle direction irons-nous? On continue, ouais? Eh bien, il s'est passé cette semaine quelque chose d'assez important pour la télé. Alors, Mike... J'y vais de ce pas. Say my name. Batman? Say my name. Juno? Say my name. Heisenberg? No. I'm Emmy. My God! Quelle intro incroyable! Des thèmes à l'emporte-pièce comme ça, le Mikey sait si bien les faire. Donc oui, les Emmy, car il s'est déroulé cette semaine les Emmy Awards qui récompensent le meilleur de la télé. Donc je vais vous donner ceux qui ont été bien sûr gagnants. Si on y va tout de suite, on enchaîne rapidement avec la meilleure série dramatique et bien sûr l'intro de la chronique qui vous a donné un indice. C'est bien sûr Breaking Bad qui l'a remporté. Bien sûr. Remporté. Les nominés sont quand même Downton Abbey, Game of Thrones, House of Cards, Mad Men et True Detective. C'est surprenant dans le sens de Game of Thrones parce que Game of Thrones, la 4e saison était la meilleure de pas mal tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc je suis surpris, mais reste que Breaking Bad, c'était la finale, donc... écoute, ça devait être récompensé. Non, c'est ça. Et Game of Thrones aura d'autres chances de gagner des Emmy, puisque c'est encore en route, tandis que Breaking Bad, c'est terminé. Okay. Donc, meilleure mini-série, c'est Fargo qui l'a eu. Okay. Contre American Horror Story, Bonnie and Clyde, Luther, Tram et The White Queen. Le meilleur acteur de série humoristique, Jim Parsons, pour Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. Aussi, meilleur acteur série dramatique pour Bryan Cranston, bien sûr, pour Walter White dans Breaking Bad. Meilleur acteur mini-série ou film, Benedict Cumberbatch pour Sherlock Holmes dans Sherlock, bien sûr. Meilleur acteur de soutien série dramatique, Aaron Paul pour Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Meilleure actrice de soutien, série dramatique, Anna Gunn pour Skyler White, dans aussi Breaking Bad. On est sur une tangente, là, je pense. Ah oui. Meilleur acteur de soutien, mini-série ou film, c'est Martin Freeman pour le Dr. John Watson dans Sherlock. Ah oui, et bien sûr, Martin Freeman est connu aussi pour faire Bilbo dans The Hobbit. Oui, bien sûr. Meilleure réalisation, mini-série ou film, Colin Boxey pour l'épisode de Fargo. Buridan's Ass, meilleur scénario, série dramatique, c'est Moira Wally Beckman pour l'épisode de Breaking Bad, Ozymandias. Ah, oui. Ouais, pas mal le meilleur de la série. Hein. Et meilleur scénario, mini-série ou film, Stephen Moffat pour l'épisode de Sherlock, His Last Vow. Donc, bien sûr, ce n'est qu'un survol de tout ce qui s'est passé au Emmy, mais j'ai pris mes préférés, si on veut, pour résumer le tout. Donc, si vous voulez des suggestions de quoi écouter, si vous avez du retard sur certaines séries, là, vous pouvez poigner le top 3 des gagnants, puis amusez-vous avec ça. Là. Il y a juste Sherlock, Game of Thrones, Fargo, qui est une bonne série, t'arrêterais aussi, le film est excellent. Puis bien sûr, Breaking Bad. Mais c'est surprenant, je veux dire comme toi, que Game of Thrones n'est pas revenu plus souvent que ça, parce que je l'ai pas mentionné une seule fois, à part dans les nominés. Il est souvent revenu dans les nominés, mais ils n'ont pas gagné tant que ça. Ben, ils ont déjà passé la grade dans les prix là, dans les dernières années, donc ça, c'est pas surprenant. C'était pas surprenant qu'ils prennent un break. Malheureusement, c'est au moment où ils ont une des 2 saisons les plus fortes. Ouais. Mais je sais, bon, Breaking Bad finissait, fait qu'il fallait que les autres ramassent tout vu qu'ils seront pas là l'année prochaine. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, ouais, c'est ça. C'est pas rare que ces gars-là vont donner des prix en retard parce que mauvais timing. Je veux dire, pourquoi que le Retour du Roi avait gagné 11 Oscars? C'est pas le meilleur des 3 Lord of the Rings. Ouais, c'était pour récompenser l'œuvre au complet. Exactement. C'est une question de mauvais timing. Aussi, oui, mais le film était pas à ce point-là meilleur que les 2 autres. Non. Mais on est déjà dans l'univers télévisuel. Qu'est-ce que tu dirais de faire un plongeon dans l'univers du cinéma rapidement? Why not?
Ben, hein? Ouais, je le prends par surprise, mais il est capable, c'est notre Mikey national. Eh oui! Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma avec Philippe Jacques. Donc... j'ai une coupelle de petites nouvelles en vrac pour vous autres. D'abord, on va y aller du côté de Star Wars, bien sûr, ma série de films fétiches. Ben ouais. La bonne nouvelle étant que Han Solo est de retour à bord. Oui, il s'était blessé là, pendant le tournage. Oui, Harrison Ford, et bien sûr, il a eu son congé de l'hôpital et ça résumera le tournage pour Star Wars très très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Good. Aussi, des nouvelles du côté de Martin Scorsese, qui a été attaché à la réalisation d'un film sur les Ramones, donc le band punk mythique. Donc, j'ai pas plus de nouvelles à l'instant, mais c'est quand même très Scorsese, intéressant. tu sais, d'un. Ça va être prometteur, c'est sûr. En plus, ça vaut quand même la peine de voir un de ses films, peu importe, c'est Scorsese. Mais une biographie des Ramones, moi, I'm in. Et oh, let's go, comme on pourrait dire. Let's go. Effectivement, ouais. J'ai des rumeurs du côté des Avengers. Le prochain film, Age of Ultron, les rumeurs sont de plus en plus persistantes au titre qu'on aurait un nouveau line-up de super-héros à la fin de Age of Ultron. Les rumeurs parlent de l'ajout de Miss Marvel et de Black Panther à l'équipe. Bien sûr, mon rêve serait d'avoir Spider-Man et peut-être même Wolverine, mais grâce à Sony, on pourra pas faire ça. Pas à court terme. Non. Et déjà avec l'ajout de Quicksilver et Scarlet Witch, d'ores et déjà pour... On le sait parce qu'ils sont sur le poster. C'est ça, et Vision... C'est-tu moi ou Black Panther ainsi que Miss Marvel, c'est un petit peu too much pour envoyer ça dans un film en même temps? Ben, on verra. Peut-être qu'il va être juste en fin de film aussi, en flashback. Comme ils ont fait avec Scarlet Witch et Quicksilver à la fin de Captain America Winter Soldier. Oui, comme ils ont fait Spoiler aussi, de v'là 6 mois! Mais, comme ils le font souvent pour introduire des nouveaux personnages. Exactement. Il y a eu cette semaine des nouvelles intéressantes. Les nouvelles de quelqu'un qui était disparu depuis un méchant bout. Si je te dis le nom Matt Hannon. J'ai vu. Tout le monde croyait qu'il était mort depuis des années. Ok, en passant, là, on va parler de quelqu'un que personne connaît. Je remplis mon rôle de pyrologue en parlant de vieux films très crades. Parmi les vieux films, ok, de classiques, de films à voir qui est tellement mauvais qu'il en est bon. Un des top 5 ever, Samurai Cop, le samouraï de Los Angeles, qui était disponible en VHS ici en français. À voir en version française si possible, c'est encore plus drôle. Que j'ai en VHS en français, que j'ai en DVD en anglais et que je vais m'acheter en Blu-ray mais qui sort le remaster qui est annoncé. Donc, il va y avoir un Samurai Cop 2 qui va s'appeler Deadly Vengeance. Et ils sont présentement en campagne Kickstarter. Il va y avoir là-dedans Matt Hannon, Mark Fraser, Cranston Komuro, Gérald Okumara et Robert Zidar, qui étaient tous des personnages qui étaient dans le premier. Oui. Et Matt Hannon, qui était pas un acteur en passant. Lui, c'était un des bodyguards de Sylvester Stallone des années 80. Fait qu'il était grand, bronzé, avec les cheveux longs, puis il avait l'air d'un douche de l'époque. Okay? Mais ils ont décidé de le mettre acteur. Il a pas dit non. Et il overact tout. C'est délicieux. Ce film-là est parfait. Ça a été réalisé par un Iranien qui connaissait mal l'anglais, qui a écrit les répliques, qu'eux autres, les acteurs, ils disaient, ça se dit pas comme ça, puis ils disaient, non, c'est comme ça que vous l'entendre. Et c'est n'importe quoi du début à la fin. Il y a eu 3 reshoots du film. Ça a pris 1 an finir le film. Ça a pas de sens. Puis il y a des scènes où Matt Hannon a une perruque sur la tête parce qu'il s'était fait couper les cheveux après le tournage et qu'ils ont retourné 6 mois après, fait qu'il a mis une perruque pour avoir l'air de rien. C'est splendide. Mais le Kickstarter, ça vaut la peine. T'as mentionné la release Blu-ray qu'il va avoir du premier. Oui. Eh bien, j'ai donné $60 à Samurai Cop 2 et pour ça, je vais avoir le Blu-ray du premier et le Blu-ray du deuxième. Tout ça signé par Matt Hannon et Mark Fraser. Donc, je fais des jaloux. Tu vas avoir une version signée, putain? Oui. Et nice. Si vous aimez Samurai Cop, allez donner de l'argent. Ça finit dans pas long. On veut un 2. Ben oui. Mais vous devez de voir ça. Puis en français, c'est encore mieux parce que non seulement le film est une mauvaise
est mauvais en soi, mais il y a une mauvaise traduction par-dessus, c'est... Je vais mettre la bande-annonce sur le Facebook. C'est un Iranien qui sait pas faire de film, qui a voulu faire la L'arme fatale avec 0 d'acteurs et 0 budget. Chaque scène où le monde se parle, il parlait à un mur, parce que les acteurs étaient quand même à la même place au même moment, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ça fait que tout le monde parle à la caméra d'un angle weird, mais ils se sont jamais vus, genre. Ouais. C'est hallucinant. C'est tout ce que tu dois pas faire. Tu vois les marques de tape à terre, où c'est que les acteurs doivent s'arrêter pour faire les plans. Je veux dire, tu vois une scène dans laquelle il y a une poursuite de chars qui ont fait à 30 km/h, mais qui ont accéléré pour que la poursuite ait l'air normale. Mais vu qu'ils ont accéléré, tu vois les chars sur l'autoroute en arrière qui passent à Mach 3, genre, parce qu'ils ont accéléré des chars à 20 km/h pour qu'ils aient l'air d'aller à 100. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive avec des chars qui vont à 100 en background? C'est ça. Ou quelqu'un qui est en hélicoptère qui poursuit quelqu'un, mais que l'hélicoptère n'est pas décollé de la terre pendant tout, là. Fait que tu vois des bâtisses en arrière en background, mais sont dans les airs, entre guillemets, là. C'est splendide. Samurai Cop, c'est une festival d'erreurs spectaculaires, mémorable. C'est mon film nanar préféré. Je le recommande fortement. Et Matanon est en vie. Matanon est en vie. J'ai parlé de Samurai Cop, là, il est plus arrêtable. Bon, ok. C'est mon film préféré. Bon, hein? Salsa et Terraza, Eric. Faut faire de la place pour Salsa et Terraza. Calme-toi. Ok. Bon, hey, merci d'avoir été là. On va remercier Sabrina qui est déjà partie, bien sûr. Merci Phil. Ça fait plaisir. Yes, merci Mikey Boy. Ben, toujours un plaisir. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine de la saison estivale. Après ça, on vous donne des nouvelles. Fait que merci d'avoir été là. Salut les geeks. Ha ha ha!